Des rumeurs de coup d'État se répandent dans tout l'Iran. Deux camps se battent désormais pour le contrôle du pays. Un camp essaie de négocier avec les États-Unis, et l'autre tente de les en empêcher. L'animosité entre les deux camps est devenue si forte que le conflit s'est étalé au grand jour, et le public iranien peut voir exactement ce qui se passe. Le camp qui essaie de négocier avec les États-Unis est dirigé par le président du Parlement Ghalib Baf et le ministre des Affaires étrangères Araghachi. L'autre camp est contrôlé par les gardiens de la Révolution. Regardez ce dernier rapport sur la guerre civile en cours. La controverse entre les deux camps s'est accentuée après qu'un compte sur les réseaux sociaux lié au conservateur Saïd Zalizi, qui est un rival politique de longue date de Ghalib Baf et membre du Conseil national de sécurité iranien, a publié des informations. Ce compte a publié un message avec le hashtag « comploteur de coup d'État ». La publication a appelé Mustafa Khamenei, l'actuel guide suprême, à clarifier publiquement sa position s'il soutient réellement les négociations ou non, en avertissant que sans une telle confirmation, les responsables pourraient être accusés d'agir sans l'autorisation du guide. La partie la plus choquante dans tout cela, c'est que le compte a été rapidement désactivé juste après avoir publié ce message. Il est maintenant choquant que le compte disparaisse juste après la publication de ce message. Peut-être que la guerre civile devient beaucoup plus violente que nous ne le réalisons. Mais néanmoins, ce n'était pas un exemple isolé. C'était l'un des nombreux messages. C'était l'un des nombreux exemples de personnes puissantes à l'intérieur de l'Iran se retournant contre les négociateurs. Un message dit qu'il n'y a rien de bon dans les négociations, sauf du tort pour l'Iran. Un autre dit que les gardiens de la révolution devraient intervenir et empêcher les négociateurs, y compris Ghalib Baf, de trahir la nation. C'est la première fois que nous voyons deux factions s'affronter publiquement depuis le début de cette guerre. Et c'est parce que l'Iran s'était en quelque sorte uni. Même les personnes qui manifestaient n'étaient pas dans les rues, parce qu'une guerre était en cours et qu'elles avaient peur de sortir dans les rues. Mais maintenant, à cause de tout ce qui se passe pendant le cessez-le-feu, le peuple iranien et le monde peuvent voir que le régime islamique est profondément divisé, même au plus haut niveau. La situation est devenue tellement grave que le président du Parlement a dû passer à la télévision nationale et expliquer au public iranien pourquoi les négociations sont importantes. Il explique que, bien que l'Iran gagne la guerre, les États-Unis restent une puissance militaire supérieure, ce qui motive ses actions actuelles. Écoutez. Les gens sont dans les rues depuis près de 50 nuits. En ce qui concerne la technologie, nous avons abattu entre 170 et 180 drones. Nous n'avions pas cette capacité défensive lors du précédente phase de la guerre. Tout cela s'est développé au cours des 7 à 8 derniers mois. La destruction d'un avion de chasse F-35 n'était pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'était le résultat d'efforts et de capacités développées dans plusieurs domaines. Cela ne signifie pas que nous sommes militairement supérieurs aux États-Unis. Évidemment, les Américains ont plus d'argent, d'équipements et de capacités que nous. Ils en ont plus que nous. J'ai remarqué que notre cher peuple dit que nous avons détruit l'ennemi. Non, nous ne les avons pas détruits. Et nous devrions le savoir. Et puis il continue d'expliquer dans cette interview que l'Iran ne cédera rien dans les négociations que le guide suprême ne veut pas que l'Iran cède. Il dit que l'Iran ne cherche pas à se rendre malgré ce que Donald Trump a dit dans ses déclarations. Il explique au public que les négociations ne sont qu'une façon de continuer le combat. Elles sont essentiellement un champ de bataille où l'Iran mène un combat valeureux. Écoutez. C'est ici que débute la négociation d'un processus de négociation. Dans cette situation, les négociations constituent une forme de combat. Cette méthode de combat est complémentaire à d'autres formes. Je demande à notre cher peuple de s'unir autour des 3 champs de bataille qui en réalité ne forment qu'un seul champ de bataille. Brandir le drapeau de la victoire et officialiser les acquis de notre peuple. C'est ainsi que le processus commence. Soyez assurés, nous ne ferons aucune concession à cet égard. C'est ainsi qu'un processus débute. Les négociations sont une méthode de lutte qui complète les efforts militaires afin de garantir les droits du peuple dans la rue et de satisfaire les revendications de notre peuple honorable.
Ils doivent savoir que nous travaillons assidûment sur ces points. Maintenant, notre peuple est dans les rues. Notre peuple dans les rues se bat dans cette arène. Nos forces armées se battent sur le terrain militaire. Et moi, en tant que soldat, je me bats dans le domaine des négociations. Maintenant, c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes, parce que les personnes qui sont contre les négociations à l'intérieur de l'Iran demandent au guide suprême de s'exprimer publiquement qu'il soutient ce qui se passe dans les négociations. Mais le guide suprême reste introuvable. Il est difficile de croire qu'il reçoit simplement des soins depuis plus de 45 jours. Peut-être que ses blessures étaient vraiment graves, ou peut-être qu'il est mort et que les gens font simplement semblant qu'il est encore là. Mais malgré tout, sur la place publique, les affrontements se multiplient et les choses deviennent encore plus tendues en coulisses. Regardez ce reportage. Le président du Parlement iranien a vivement critiqué les opposants à un éventuel accord avec les États-Unis lors d'une réunion avec ses conseillers. Ghalib Baf, qui a également dirigé l'équipe iranienne lors des dernières négociations avec Washington, a qualifié des personnalités telles que Saïd Zalili et un député iranien ultra-conservateur d'acteurs extrémistes, proches des milices qui détruiraient l'Iran. Saïd a été le premier à publier un tweet sur les comploteurs du coup d'État mentionnés au début de la vidéo. Quoi qu'il en soit, continuons. Khalifa dit que le camp utilisait la télévision d'État et mobilisait les partisans ultra-conservateurs pour intensifier l'opposition aux négociations et à un éventuel accord avec les États-Unis. Khalifa a aussi exprimé ses craintes d'être écarté de la présidence de l'Assemblée et que le ministre des Affaires étrangères, Araghachi, soit poussé hors de ses fonctions dans un moment pareil. Je rappelle à ceux qui n'ont pas suivi. Tout a commencé quand le ministre des Affaires étrangères, Araghachi, a dit que le détroit d'Ormuz est grand ouvert. Et ensuite, les gardiens de la révolution islamique ont dit que non, ce n'est pas le cas. Et depuis, la marine des gardiens de la révolution islamique diffuse un message à tous les navires présents dans le golfe Persique, traitant en gros Araghachi d'idiot et affirmant que le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, peu importe ce qu'un idiot peut dire sur Twitter. Heureusement, pendant que tout cela se passe, les négociations continuent. Elles sont retardées, mais elles n'ont pas été annulées. Avant cela, parlons du navire iranien, qui vient d'être saisi par les forces américaines, pour avoir transporté quelque chose de choquant. Des sources ont déclaré à Reuters que le porte-conteneurs iranien Tuska, saisi dimanche, transportait probablement des articles à double usage utilisables par l'armée iranienne. C'est ici qu'il est important de revenir à ce qui s'est passé en 2019, lorsque ce navire a été initialement sanctionné par les États-Unis. Vous voyez, la raison pour laquelle ce navire a été sanctionné, c'est parce qu'il était soupçonné de transporter des articles destinés au programme de missiles balistiques de l'Iran. Il est donc possible que le navire transportait quelque chose de similaire cette fois. L'Iran profitait peut-être du cessez-le-feu pour se réapprovisionner en cas d'échec des négociations. Peut-être que les gardiens de la Révolution utilisèrent le cessez-le-feu pour se réapprovisionner afin de faire échouer les négociations. Il reste important de préciser un point. Les informations dont nous disposons sont basées sur le rapport initial établi par l'armée américaine. Le navire étant désormais sous contrôle américain, nous aurons bientôt des preuves concrètes sur sa cargaison. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Dès que nous aurons ces informations, je ferai une vidéo pour vous informer. Hier, certains ont commenté qu'ils ne voyaient pas nos vidéos sur leur page d'accueil. Eh bien, c'est là que, si vous cliquez simplement sur le bouton d'abonnement ci-dessous, cela nous aide vraiment et cela vous aide aussi, car cela indique à l'algorithme de YouTube que vous êtes intéressé par le contenu. Donc il est plus probable qu'il vous le montre lorsque nous publions une nouvelle mise à jour. En parlant de mise à jour, le commandement central des États-Unis nous en a donné une nouvelle ce matin. Jusqu'à présent, ils ont ordonné à 27 navires de faire demi-tour ou de retourner dans un port iranien depuis le début de ce blocus américain. Écoutez l'extrait qu'ils ont publié ce matin. Ici le navire de guerre américain 115. Vous entrez dans une zone de blocus militaire. Ce blocus du port iranien sera appliqué et concerne tous les navires, quel que soit leur pavillon. Tout navire entrant ou sortant d'un port iranien sera soumis aux droits de visite et de fouille selon le droit international. Si vous franchissez le blocus, nous vous forcerons à obéir. Terminé. Pendant que le blocus se poursuit, l'armée américaine utilise également des robots sous-marins et des drones pour traquer les mines iraniennes que le CGRI a posées dans le détroit d'Ormuz. Tout d'abord, il y a le véhicule de surface sans équipage classique, un drone fabriqué par RTX qui remorque un système sonar flottant appelé AQS-20. Il scanne le fond marin à la recherche de mines, patrouillant dans des colonnes d'environ 30 mètres. Ensuite, il y a les drones sous-marins alimentés par batterie.
le MK-18 Motu Kingfish et le Knifefish, fabriqués par General Dynamics. Ils peuvent être largués d'une embarcation pour scanner une zone à la recherche de mines. Une fois les mines localisées, une seconde vague de robots marins part les détruire à l'aide d'explosifs ou en les déclenchant à distance. Grâce à ces méthodes, une fois la voie libre, la circulation reprend normalement. Il faut garder à l'esprit que la menace ne vient pas uniquement des drones sous-marins, mais aussi du CGRI, capable de déployer son propre drone sous-marin, un drone de surface ou même un drone Shahed pour cibler un navire. Ils peuvent aussi envoyer un petit bateau avec des soldats du CGRI armés d'AK-47 tirant sur les pétroliers comme hier. C'est pourquoi, à moins qu'un accord de paix à long terme ne soit signé, il est peu probable que le trafic revienne à la normale dans le détroit d'Ormuz. Mais néanmoins, si un accord est effectivement signé lors des prochaines négociations, retirer les mines serait la première étape, dont les États-Unis prennent déjà de l'avance. Maintenant, concentrons-nous sur les négociations. Il semble que, malgré tous les allers-retours et malgré tous les retards, une délégation iranienne prévoit déjà de se rendre à Islamabad mardi, donc demain, pour les négociations. Le président du Parlement, Khalif Baf, mènera ces discussions et n'y participera que si JD. Vance, côté américain, est aussi présent. Heureusement, du côté américain, nous recevons des informations selon lesquelles le vice-président J.D. Vance devrait quitter Washington demain pour participer aux dernières négociations à Islamabad, au Pakistan. C'est là que le calendrier joue un rôle important, car s'il part demain, il faut environ 16 heures pour aller au Pakistan. Et cela signifie qu'au moment où il arrivera au Pakistan, le cessez-le-feu devrait être terminé. Donc, à moins qu'il ne soit renouvelé, nous ne savons pas ce qui va se passer. Je doute que tout le monde recommence simplement à tirer, car cela signifierait que les négociations sont en quelque sorte suspendues, si les tirs reprennent. Donc, il est peu probable que cela arrive. Mais malgré tout, il y a cette incertitude, parce que cette réunion, qui devrait avoir lieu mercredi, eh bien, elle était censée avoir lieu mercredi dernier, et elle n'a cessé d'être repoussée, et encore repoussée. Donc, cela signifie que le cessez-le-feu pourrait prendre fin dès l'arrivée de tous à la table des négociations. Et j'espère qu'il pourra être prolongé. Sinon, cela ne fait qu'apporter, vous savez, plus de confusion pour tous les concernés. Quoi qu'il arrive, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi ? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou tout simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche, en gros, en cliquant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran.